Et si la quête la plus universelle de l'homme, être aimé, être approuvé, était en réalité la cause directe de son impuissance? C'est un paradoxe dérangeant. Nous sommes biologiquement et socialement programmés pour chercher la validation des autres. C'est un instinct de survie. Mais dans le monde moderne, cet instinct est devenu une maladie, une dépendance qui vous vide de votre substance, de votre volonté, de votre identité. Dans la prochaine heure, nous n'allons pas simplement effleurer ce problème. Nous allons le démanteler. Nous allons exposer l'erreur fatale de vouloir plaire à tout le monde et je vais vous révéler la seule, l'unique opinion qui compte vraiment. Ce n'est pas une théorie, c'est un changement de paradigme, une vérité que la plupart des hommes passeront leur vie entière à ignorer, se demandant pourquoi ils se sentent si faibles. Vous, vous saurez. Avant de commencer, je veux que vous soyez honnête. Écrivez dans les commentaires combien de fois, juste aujourd'hui, vous avez modifié votre comportement, vos mots ou vos décisions pour plaire à quelqu'un. La première étape est de voir la cage. Le problème n'est pas nouveau, mais son ampleur est sans précédent. Vous vivez dans une arène de jugement permanent. Chaque publication sur les réseaux sociaux est un référendum sur votre valeur. Chaque réunion au bureau est une performance. Chaque interaction sociale est une audition pour un rôle que vous n'êtes même pas sûr de vouloir. Cette pression constante crée ce que l'on peut appeler la fatigue de l'approbation. C'est cet épuisement mental et émotionnel qui vient du fait de porter en permanence un masque pour vos collègues, un autre pour vos amis, un autre encore pour votre famille. Et à la fin de la journée, lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous ne savez plus qui est l'acteur et qui est le véritable vous. Cette fragmentation de l'identité est le prix à payer pour l'acceptation sociale. Vous devenez un caméléon, expert pour vous fondre dans le décor, mais vous perdez vos propres couleurs. Le stoïcisme moderne ne vous demande pas de rejeter la société, il vous demande de construire une forteresse à l'intérieur de vous, un endroit où votre valeur est décidée par vous et par vous seul, avant même d'entrer dans l'arène. Le piège biologique de l'approbation est la première chose à comprendre. Votre cerveau n'est pas conçu pour votre bonheur au XXIe siècle, il est conçu pour la survie de vos ancêtres dans la savane. Pour eux, être rejeté du groupe de la tribu signifiait une mort quasi certaine. L'approbation sociale était donc directement liée à la survie. Votre cerveau a conservé ce câblage primitif. Chaque like, chaque compliment, chaque signe d'approbation déclenche une petite décharge de dopamine, la même neurochimie que celle associée à la nourriture ou au sexe. Vous êtes littéralement drogué à la validation des autres. Inversement, la critique ou le rejet social active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Votre corps réagit à une opinion négative comme à une blessure. Comprendre cela est crucial. Vous ne luttez pas contre une simple mauvaise habitude, vous luttez contre des millions d'années d'évolution. C'est pourquoi la volonté seule ne suffit pas. Il faut un système, une philosophie, il faut une stratégie pour reprogrammer ce réflexe archaïque et le soumettre à votre raison. C'est ce que les stoïciens ont compris il y a plus de 2000 ans. Cette quête d'approbation vous donne une dangereuse illusion de contrôle. Vous pensez, si je dis ce qu'ils veulent entendre, si je fais ce qu'ils attendent de moi, alors ils m'aimeront, ils me respecteront et j'aurai le contrôle sur leur perception de moi. C'est une erreur fondamentale. C'est comme essayer de contrôler la météo en vous habillant différemment. Les opinions des autres sont le produit de leurs propres expériences, de leurs préjugés, de leur humeur du moment, de 1000 variables qui sont radicalement hors de votre portée. Vous pouvez être la personne la plus parfaite, la plus accommodante du monde, et quelqu'un trouvera toujours une raison de ne pas vous apprécier. Le stoïcien, lui, ne perd pas son énergie sur ce terrain. Il applique ce que l'on nomme la dichotomie du contrôle, le pilier de toute la philosophie. Il trace une ligne claire dans le sable. D'un côté, ce qui dépend de moi, mes pensées, mes jugements, mes actions. De l'autre, ce qui ne dépend pas de moi, tout le reste, y compris, et surtout ce que les autres pensent de moi. Le seul véritable contrôle que vous possédez est de choisir où vous concentrez votre attention. L'homme faible la concentre sur l'extérieur, l'homme fort la ramène à l'intérieur.
Le prix de votre authenticité est la monnaie avec laquelle vous payez pour l'approbation. Chaque fois que vous ravalez une opinion pour ne pas faire de vagues, vous vendez un morceau de votre intégrité. Chaque fois que vous dites « oui » alors que votre instinct crie « non », vous sacrifiez une partie de votre volonté. Chaque fois que vous riez à une blague que vous ne trouvez pas drôle, vous érodez un peu plus votre propre jugement. Ce ne sont pas de grands drames, ce sont de micro-trahisons quotidiennes envers vous-même. Le problème est que leur effet est cumulatif, c'est comme l'eau qui goutte sur une pierre. Au début, rien ne se passe, mais après des années, la pierre est creusée, déformée. De la même manière, votre caractère, votre véritable soi, est lentement, mais sûrement érodé par cette quête incessante de plaire. Vous vous réveillez un jour à 40 ans avec une belle maison, une belle voiture, l'approbation de tous, mais avec un vide terrifiant à l'intérieur. Vous avez passé votre vie à construire une façade pour les autres en oubliant de construire votre propre maison intérieure. L'homme qui se respecte comprend que son authenticité n'est pas négociable. C'est le socle sur lequel tout le reste est construit. Pour reprendre le contrôle, vous devez opérer un changement radical. Passer du jury externe au juge interne. Imaginez votre vie comme un procès. L'homme moyen passe son existence sur le banc des accusés et le jury est composé de toutes les personnes qu'il rencontre. Ses parents, ses amis, ses collègues, des inconnus sur Internet. Il vit dans l'angoisse de leur verdict, approuvé ou rejeté, coupable ou innocent. Le stoïcisme vous propose de faire une chose radicale. Renvoyez le jury. Vous levez la séance. Vous quittez le banc des accusés et vous montez sur le siège du juge. À partir de maintenant, le seul verdict qui compte est le vôtre. Ce n'est pas une invitation à l'arrogance ou à l'égoïsme, c'est une prise de responsabilité totale. Vous ne jugez plus votre valeur sur la base des applaudissements ou des sifflets du public, mais sur la base de votre propre code, de vos propres principes. Avez-vous agi avec courage? Avez-vous été honnête? Avez-vous fait de votre mieux? C'est le seul questionnaire qui a de l'importance. Cette transition est le moment où un garçon devient un homme. C'est l'acte fondateur de la souveraineté personnelle. Mais qui est ce juge interne? C'est la question la plus importante. Car si ce juge est simplement votre ego capricieux, votre vanité ou votre insécurité, alors vous n'avez fait que remplacer une prison par une autre. Le juge interne stoïcien n'est pas l'ego. L'ego se nourrit justement du regard des autres. Le vrai juge, c'est ce que les stoïciens appelaient le logos, la raison ou l'hégémonicon, votre faculté directrice. C'est la partie de vous qui est capable de prendre du recul, d'observer sans passion, de juger selon des principes objectifs. Pour construire ce juge, vous devez d'abord définir votre code. Quelles sont vos valeurs non négociables? L'honnêteté, le courage, la discipline, la compassion. Prenez le temps d'écrire votre constitution personnelle. Ces principes deviennent la loi selon laquelle votre juge interne rendra ses verdicts. Quand vous faites face à une décision, vous ne vous demandez plus « qu'est-ce que les autres vont penser ?» mais « qu'est-ce que mon code exige de moi ?» C'est une boussole interne qui vous guide, peu importe la tempête qui fait rage à l'extérieur. C'est ce qui vous donne une colonne vertébrale. La théorie ne suffit pas, il faut de la pratique. Voici un exercice concret que j'appelle l'audit de l'inconfort. Votre dépendance à l'approbation est un muscle atrophié. Pour le renforcer, il faut le soumettre à une résistance progressive. Le but de cet exercice est de vous exposer volontairement à des situations de léger désaccord ou de désapprobation sociale dans un contexte sûr et contrôlé pour désensibiliser votre système nerveux. Par exemple, la prochaine fois que vous commandez un café, prenez une seconde de plus pour décider. Sentez la pression de la file d'attente derrière vous et maintenez votre calme. Ou bien portez une tenue légèrement décalée par rapport à votre style habituel, quelque chose qui n'est pas scandaleux, mais juste assez différent pour que vous vous sentiez observé. L'objectif n'est pas de provoquer, mais de ressentir l'inconfort, la petite vague d'anxiété sociale, et de ne pas y réagir. Respirez. Observez la sensation et réalisez que rien de terrible ne se produit. Vous ne mourrez pas, le monde ne s'arrête pas de tourner. En faisant cela régulièrement, vous apprenez à votre cerveau primitif que le rejet social au XXIe siècle n'est plus une menace de mort.
Vous cassez le lien entre désapprobation et danger. Il est essentiel de corriger une caricature courante de l'homme stoïcien. Beaucoup imaginent un être froid, insensible, déconnecté de ses émotions et des autres, une statue de marbre. C'est une compréhension totalement erronée et contre-productive. Le stoïcisme ne vise pas à supprimer les émotions, c'est impossible et ce n'est pas souhaitable. Il vise à ne pas être esclave de ses émotions. La différence est fondamentale. Un homme qui cherche à plaire est une marionnette dont les fils émotionnels sont tirés par chaque personne qu'il rencontre. Un compliment, il est euphorique. Une critique, il est dévasté. Son état interne est à la merci du monde extérieur. L'homme stoïcien, lui, ressent les mêmes émotions, la peur, la joie, la colère, mais il a appris à insérer un espace entre le stimulus, par exemple une critique, et sa réponse. Dans cet espace se trouve sa liberté. Il choisit comment interpréter l'événement. Il choisit la signification qu'il lui donne. Il n'est pas un robot sans émotion. Il est le gardien de sa propre citadelle intérieure. Il décide qui a le droit d'entrer et d'influencer son état. La plupart des gens laissent les portes grandes ouvertes. Le stoïcien est un portier vigilant. Alors, faut-il rejeter absolument toutes les opinions externes? Non, ce serait de l'arrogance, pas de la sagesse. Marc Aurèle lui-même, l'empereur philosophe, ne disait pas que toutes les opinions sont sans valeur. Il faisait une distinction cruciale. Il écrivait dans ses pensées qu'il faut prêter attention à l'opinion des gens sages et vertueux. La question clé est « Qui est sage dans votre vie ?» Ce n'est certainement pas la foule anonyme sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le collègue qui critique tout le monde dans leur dos. Ce ne sont pas les membres de votre famille qui projettent leurs propres peurs et échecs sur vous. Une personne sage est quelqu'un dont le caractère et les actions démontrent une adhésion à des principes que vous respectez. C'est une personne qui vous dit la vérité, même si elle est difficile à entendre, non pas pour vous rabaisser, mais pour vous élever. Identifiez une, peut-être deux personnes dans votre vie qui correspondent à cette description. Un mentor, un ami véritablement loyal. La vie de ces personnes peut être un miroir utile, mais même là, leur opinion reste une information, pas un verdict. La décision finale vous appartient toujours. La sagesse est de savoir quel filtre appliquer. Voici un paradoxe fascinant qui devrait vous convaincre. Le paradoxe du charisme. Pensez aux personnes, hommes ou femmes, que vous trouvez les plus charismatiques, les plus magnétiques. Sont-elles des personnes qui essaient désespérément de plaire à tout le monde, qui adaptent leur discours à chaque interlocuteur, qui sont d'accord avec tout? Absolument pas. Au contraire, les individus les plus attirants sont souvent ceux qui possèdent une forte conviction intérieure. Ils ont un point de vue, ils ont des principes, ils ne cherchent pas l'approbation, et c'est précisément cette indépendance qui attire l'approbation. Leur confiance en eux ne vient pas de l'extérieur, elle émane de l'intérieur. Cette autopossession est incroyablement séduisante. Les gens sont attirés par la force, et il n'y a pas de plus grande force que la souveraineté psychologique. Quand vous cessez de courir après le respect des autres, vous commencez à le commander. C'est parce que les gens sentent instinctivement que votre centre de gravité est en vous, pas en eux. Vous n'êtes pas un satellite en orbite autour de leur opinion, vous êtes votre propre soleil. Apprendre à gérer la critique est une compétence essentielle. L'homme moyen réagit de deux manières. Soit il s'effondre, soit il devient agressivement défensif. Les deux réactions sont des signes de faiblesse, car elles montrent que la critique a touché sa cible et a pris le contrôle de son état émotionnel. Le stoïcien utilise un filtre en 3 étapes. Premièrement, la source. Qui est la personne qui critique? Est-ce une personne dont je respecte le jugement et l'intégrité? Si la réponse est non, la critique peut être immédiatement écartée. Elle est du bruit, pas un signal. Deuxièmement, le contenu. Si la source est crédible, on analyse le contenu objectivement. Y a-t-il une part de vérité dans ce qui est dit? Oubliez la manière dont c'est dit, le ton, l'émotion. Concentrez-vous uniquement sur les faits. Si c'est vrai, remerciez la personne. Elle vous a offert une occasion gratuite de vous améliorer. C'est un cadeau. Troisièmement, l'intention.
Si la critique est fausse et malveillante, comprenez qu'elle en dit beaucoup plus sur la personne qui la formule que sur vous. C'est une projection de sa propre frustration, de sa propre jalousie. Dans ce cas, la seule réponse appropriée est l'indifférence, voire la pitié. La critique ne vous atteint que si vous lui en donnez la permission. Aussi surprenant que cela puisse paraître, savoir gérer les louanges est encore plus important et souvent plus difficile que de gérer les critiques. La critique est une attaque frontale. La louange est un poison doux. Quand quelqu'un vous critique, votre ego se défend. Quand quelqu'un vous fait un compliment, votre ego baisse la garde et boit avidement. Le danger est que vous pouvez devenir dépendant de ce poison. Vous commencez à agir de manière à obtenir plus de louanges. Vous devenez un prisonnier des attentes positives des autres. Si on vous dit que vous êtes brillant, vous aurez peur de poser une question stupide. Si on vous dit que vous êtes courageux, vous aurez peur de montrer une vulnérabilité. Vous commencez à jouer un rôle pour maintenir l'image que les autres ont de vous. C'est un piège subtil, mais incroyablement puissant. L'approche stoïcienne face à la louange est l'équanimité. Vous l'acceptez avec calme et gratitude, comme une information externe. Merci, j'apprécie votre opinion. Et c'est tout. Vous ne la laissez pas pénétrer dans votre citadelle intérieure et devenir le fondement de votre estime de vous. Votre valeur était déjà là avant la louange. Elle sera toujours là après. C'est une constante. Le reste n'est que du bruit. Le champ de bataille moderne de cette guerre pour l'approbation, ce sont les réseaux sociaux. Ces plateformes ne sont pas de simples outils de communication. Elles ont été conçues par des milliers d'ingénieurs parmi les plus brillants au monde, avec un seul objectif, capter votre attention et la monétiser. Et la manière la plus efficace de le faire est de pirater votre système de validation sociale. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire est une microdose de dopamine calibrée pour vous faire revenir. C'est une machine à validation intermittente, le même principe qui rend les machines à sous si addictives. Vous postez quelque chose et vous attendez le verdict de la foule. Votre humeur pour les prochaines heures peut dépendre de la performance d'une simple photo. C'est une aliénation complète de votre état émotionnel. Un stoïcien moderne n'abandonne pas la technologie, il l'utilise avec intention. Il traite les réseaux sociaux comme un outil, pas comme une réalité. Il poste ce qu'il a à dire, puis il ferme l'application. Il ne confond pas les métriques de vanité avec sa valeur personnelle. Il choisit d'être l'utilisateur et non le produit. Dans votre vie professionnelle, le coût de vouloir plaire est énorme. L'homme qui cherche l'approbation de son patron et de ses collègues à tout prix devient le yes man, l'homme qui est toujours d'accord. Au début, cela peut sembler une bonne stratégie. Il évite les conflits, il est perçu comme agréable, mais sur le long terme, il n'est respecté par personne, car le véritable respect professionnel ne va pas à celui qui est d'accord, mais à celui qui apporte de la valeur. Et la valeur vient souvent d'une perspective différente, d'une critique constructive, d'une capacité à dire non à une mauvaise idée, même si elle vient d'un supérieur. Avoir le courage de défendre une opinion raisonnée, même si elle est impopulaire, est ce qui vous distingue. C'est ce qui montre que vous avez une colonne vertébrale, que vous pensez par vous-même. Les leaders ne veulent pas de clones, ils veulent des conseillers fiables. Un homme qui a peur de déplaire ne peut jamais être un conseiller fiable car son opinion est toujours filtrée par son besoin de validation. Votre intégrité professionnelle est votre plus grand atout. Ne la bradez pas pour quelques sourires. Cette dynamique est tout aussi destructrice dans les relations amoureuses. C'est le piège classique du gentil garçon ou nice guy. L'homme qui croit que pour séduire et garder une femme, il doit satisfaire tous ses désirs, être d'accord avec toutes ses opinions et éviter tout conflit. Il se met dans une position de servilité, espérant que sa gentillesse sera récompensée par de l'amour et du désir. C'est une erreur de calcul catastrophique. L'attraction n'est pas une transaction. Une relation saine est une rencontre entre deux individus entiers, pas entre un maître et un serviteur. En essayant constamment de plaire, l'homme perd ce qui est le plus attirant, son identité, son leadership, sa force de caractère. Il devient prévisible, ennuyeux et finalement digne de pitié. Le ressentiment commence à s'accumuler en lui, car ses sacrifices ne sont pas récompensés comme il l'espérait.
La véritable connexion se construit sur l'authenticité et le respect mutuel, et le respect ne peut exister sans un cadre solide. Vous devez être le gardien de votre propre cadre, de vos valeurs, de vos limites. C'est ce qui crée la polarité et le désir. Une femme de valeur ne veut pas d'un paillasson, elle veut un roc. Attention, ne pas chercher l'approbation de la foule ne signifie pas que vous devez devenir un ermite. L'homme est un animal social. Le stoïcisme ne prône pas l'isolement, il prône le discernement. Vous devez choisir votre tribu avec un soin extrême. Comme le disait Sénèque, nous devrions nous retirer en nous-mêmes autant que possible. Mais il ajoutait qu'il faut chercher la compagnie de ceux qui peuvent nous rendre meilleurs. Votre cercle social, les 5 à 10 personnes avec qui vous passez le plus de temps, est soit un accélérateur de votre croissance, soit un frein puissant. Si vous êtes entouré de personnes qui se plaignent, qui critiquent, qui valorisent la superficialité et le conformisme, leur influence vous tirera inévitablement vers le bas. Votre quête de leur approbation vous forcera à adopter leurs standards médiocres. Inversement, si vous vous entourez d'hommes et de femmes forts, ambitieux, intègres, qui valorisent l'authenticité, vous serez naturellement tiré vers le haut. Cherchez des gens qui vous mettent au défi, qui ne sont pas d'accord avec vous de manière constructive, qui respectent votre véritable personnalité, pas le masque que vous portez. La qualité de votre vie dépend en grande partie de la qualité de votre cercle. La liberté ultime. C'est difficile à décrire si vous ne l'avez jamais ressenti, mais c'est le véritable objectif de cette démarche. Le moment où vous sortez dans le monde et où vous réalisez, au plus profond de vos os, que l'opinion des inconnus que vous croisez n'a absolument aucune importance. Ce n'est pas de l'arrogance. L'arrogance se croit supérieur aux autres. Il est toujours en réaction à eux. L'homme libre, lui, est simplement indifférent à leur jugement. C'est un état de paix intérieure profonde. Imaginez toute l'énergie mentale que vous dépensez chaque jour à vous demander « Qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce que ma coiffure est bien? Est-ce que j'ai dit la bonne chose ?» C'est une énorme charge cognitive qui tourne en permanence en arrière-plan. Lorsque vous vous en libérez, cette énergie devient disponible pour des choses qui comptent vraiment, vos projets, votre apprentissage, vos relations, votre mission. C'est comme fermer des dizaines d'applications inutiles qui ralentissaient votre ordinateur mental. Vous devenez plus créatif, plus concentré, plus présent. C'est la véritable libération. Vous ne marchez plus sur la pointe des pieds dans votre propre vie. Alors, si l'avis des autres ne compte pas, quel est le seul avis qui compte vraiment? Ce n'est pas l'avis de votre patron, ni de votre partenaire, ni même de votre mentor. L'unique opinion qui devrait vous guider, vous obséder, est celle de votre « moi » rétrospectif. Pensez à l'homme que vous serez dans 10 ans, 20 ans, sur votre lit de mort. Cet homme vous regarde en ce moment même. Il observe chaque décision que vous prenez, chaque compromis que vous faites, chaque fois que vous choisissez la facilité plutôt que la difficulté. Son jugement est le seul qui soit implacable, car il connaît toute l'histoire. Il sait ce que vous auriez pu devenir. La question que vous devez vous poser chaque jour n'est pas « Qu'est-ce que les autres attendent de moi ?» mais « Est-ce que l'homme que je veux devenir respecterait l'homme que je suis aujourd'hui ? Est-ce que mes actions d'aujourd'hui construisent un passé dont mon futur moi sera fier ?» C'est le standard le plus élevé qui soit. C'est votre juge, votre jury et votre bourreau. C'est le seul public pour lequel vous devriez jouer votre pièce. Construire votre citadelle intérieure est le travail de toute une vie. Ce n'est pas le résultat d'une seule décision héroïque. Ce n'est pas un interrupteur que l'on bascule du jour au lendemain. C'est un processus quotidien, fait de milliers de petites décisions. C'est une pratique. Chaque fois que vous faites face à un choix, aussi petit soit-il, vous avez l'opportunité de poser une nouvelle pierre à votre forteresse. Le choix entre dire une vérité inconfortable ou un mensonge agréable. Le choix entre aller à la salle de sport comme vous vous l'étiez promis ou rester sur le canapé. Le choix entre défendre un collègue injustement critiqué ou rester silencieux pour ne pas attirer l'attention. Chacune de ces décisions est un vote pour l'homme que vous voulez être. Chaque fois que vous choisissez d'agir en accord avec vos principes, plutôt que pour obtenir l'approbation externe, vous ajoutez une pierre à votre citadelle. Elle devient plus haute, plus solide. Au début, c'est difficile. Les murs sont bas
et le vent des opinions extérieures souffle fort. Mais avec le temps et la consistance, vous construisez un refuge imprenable. Le changement final, le véritable aboutissement de ce processus, est de passer du statut d'acteur à celui d'auteur. Tant que vous cherchez l'approbation, vous êtes un acteur sur la scène de votre propre vie. Vous jouez un rôle que vous pensez que le public veut voir. Vous attendez leurs applaudissements, vous craignez leurs sifflets. Votre performance est dictée par eux. Vous n'êtes pas libre, vous êtes une marionnette même si la cage est dorée. La philosophie stoïcienne vous invite à descendre de la scène, à aller dans les coulisses et à prendre la plume. Arrêtez de jouer un rôle, commencez à écrire votre propre histoire. Vous êtes l'auteur, le scénariste et le metteur en scène. Vous décidez des personnages, de l'intrigue et surtout des valeurs qui animent votre protagoniste. Une histoire écrite pour plaire à tout le monde est une histoire fade, sans âme et sans intérêt. Les histoires qui nous marquent, qui traversent les âges, sont celles qui ont une voix unique, une vision intransigeante. Soyez l'auteur d'une telle histoire, la seule critique littéraire qui comptera à la fin, c'est la vôtre. Nous arrivons au terme de cette analyse. L'erreur fatale, comme vous l'avez compris, n'est pas de désirer être aimé, c'est un sentiment humain. L'erreur fatale est de confier la clé de votre propre valeur aux mains des autres, c'est d'externaliser votre estime de vous-même et de la laisser fluctuer au gré des opinions changeantes d'un monde indifférent. C'est le chemin le plus sûr vers la faiblesse et le ressentiment. La grande vérité, le seul avis qui compte, est celui de votre propre jugement raisonné et vertueux. Un jugement calibré non pas sur les attentes des autres, mais sur les principes que vous avez délibérément choisis. Votre pouvoir ne vous est pas donné par l'approbation de la foule. Il est récupéré, reconquis, lorsque vous retirez à cette foule le pouvoir de vous définir. C'est le passage de la dépendance à la souveraineté, c'est le cœur même de la force masculine. C'est le secret le mieux gardé de ceux qui avancent dans la vie avec une démarche calme et assurée, peu importe le chaos qui les entoure. Ils ne sont pas meilleurs que les autres, ils sont simplement jugés par un tribunal différent. Le principal enseignement à retenir est celui-ci. Votre puissance ne se trouve pas dans l'approbation que vous recevez, mais dans l'approbation que vous vous donnez. C'est un changement interne, mais ses effets sont externes et massifs. Demain matin, en sortant de chez vous, ne marchez pas en espérant l'approbation des autres. Marchez en étant votre propre source de validation. Sentez la différence de posture, de regard, de calme. C'est le début de votre règne intérieur. Merci d'avoir investi ce temps, cette heure, non pas dans un divertissement, mais dans la construction de votre propre force. Si cette analyse a résonné en vous, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines stratégies mentales. Aimez cette vidéo pour signaler à l'algorithme que ce genre de contenu est nécessaire. Et maintenant, une dernière question pour vous, dans les commentaires. Quelle est la toute première action, aussi petite soit-elle, que vous allez entreprendre dès aujourd'hui pour cesser de chercher l'approbation externe?